Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo afin de parler de Microx. Microx c'est un outil open source qui permet de moquer les API et de faciliter le test pendant la période de développement. Donc Microx c'est un outil open source, donc on a accès au GitHub avec le code source accessible à tous. Tout le monde peut contribuer avec des issues ou des pull requests si besoin. Et en plus ils sont très réactifs, ils répondent très rapidement lorsqu'on a des questions. Et c'est extrêmement bien documenté. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez la documentation ici qui explique très facilement comment utiliser Microx. Et en plus, cette documentation est également intégrée à l'UI de Microx quand on est en développement. Donc là, par exemple, vous voyez, on a Microx qui intègre notre Quarkus. On est en 3.16. Et dedans, on a le menu d'help qui permet d'ouvrir, si on clique sur un lien au hasard, hop, on nous redirige directement vers la documentation. Donc ça permet de très rapidement trouver ce dont on a besoin pour avancer sur notre projet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu utiliser Microx? En fait, c'est simple. On est en train de développer une API REST. Et lorsqu'on développe une API, il est compliqué de savoir comment communiquer aux utilisateurs, que ce soit des clients ou des devs, comment on peut l'utiliser efficacement. Alors pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Et notamment, il est possible, si on va avoir un endpoint d'une API, de documenter cet endpoint avec des annotations afin de décrire déjà quelle est l'utilité de cet endpoint. Ensuite, les différentes valeurs de retour possibles. Donc là, par exemple, on peut voir que si le endpoint sync peut avoir un code de retour 200 avec un exemple de retour, un code de retour 404 avec pareil un exemple de retour, ou encore 422 avec également un autre exemple. Ensuite, on peut également décrire les types de paramètres à passer afin de pouvoir utiliser cet endpoint. L'avantage, c'est déjà on peut dire le type de paramètre, mais également mettre des contraintes. Par exemple, là, pour un ID d'une agence, on ne veut pas un ID négatif. Donc, on va fixer le minimum à 1. Ça permet de mettre une certaine sécurité dessus, plus ou moins relative, mais une certaine sécurité afin d'empêcher les mauvais arguments d'être envoyés à notre endpoint et de possiblement causer un problème par la suite. Ces exemples sont ensuite inclus dans le fichier OpenAPI que nous pourrons générer automatiquement avec Maven. Donc c'est une ligne de commande très simple à faire. Elle est par exemple ici. C'est quelque chose comme ça. Ça permet de générer notre fichier OpenAPI dans le dossier que l'on veut. Et ensuite on peut voir notre documentation. Donc là si je vais voir mon fichier OpenAPI que je n'ai pas encore généré, on va donc le générer immédiatement. Je prends une de commande, je l'exécute. Hop, on attend un petit peu. Voilà maintenant ça a été créé. Donc OpenAPI, je vais voir mon OpenAPI.yml. Et là on peut voir alors, le titre de mon API, sa version, les différents endpoints avec la description, les paramètres, donc les exemples de paramètres, description du paramètre, et également les codes de retour qui sont ici, donc la description du code de retour et un exemple de code de retour. Et cela en fait va être utile par la suite pour utiliser Microx de façon efficace. De plus, ces informations-là sont également présentes dans le Swagger. Donc par exemple, si je vais ici, oui, c'est mon localhost Swagger, hop, là on peut voir que alors déjà on a tous nos endpoints et nos informations qu'on a mis dans nos annotations sont également présentes. Donc là on a nos descriptions, les descriptions de chaque paramètre et les exemples de paramètres pour chaque paramètre. Mais on a également les exemples de retour, donc là code 200, 400, 404, avec également une description et un exemple de retour que l'on peut varier si on en a plusieurs. Là en l'occurrence on n'en a que un, mais on pourrait très bien en mettre plusieurs si on a différents retours en fonction de l'erreur que l'on reçoit. Ce Swagger c'est bien, ça nous permet de valider assez rapidement les paramètres, les réponses, etc. Mais le faire à la main, c'est quand même très long. Si on regarde chaque endpoint, là, en savoir, on n'en a que 7. Imaginez si vous aviez 100 endpoints, c'est beaucoup trop long à faire. Donc c'est fastidieux, sujet à des erreurs humaines. Et le code, rapidement, il devient illisible. Si on regarde par exemple pour cet endpoint, on a tout ce paquet d'annotations pour même pas 10 lignes de code. Donc très rapidement, ça le rend illisible. Mais c'est là qu'on va utiliser Microx afin de faire quelque chose de plus efficace. Microx, concrètement, à quoi ça sert? En fait, ça va servir à tester l'API avant qu'elle ne soit déployée, d'évaluer la qualité de la documentation de l'API
et d'obtenir un score de conformité OpenAPI pour garantir des standards élevés. Donc dans notre projet, par exemple, on peut voir deux mocks différents. Celui de notre API, temps d'attente, et celui d'un OpenSearch, dont on parlera un peu plus après. Regardons tout d'abord celui des temps d'attente. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les différents contrats. Donc ici les contrats sont les specs OpenAPI. Donc si je clique dessus, j'ai ma spec OpenAPI qui existe. Mais également une spec Redocli qui répertorie du coup mes différents endpoints et mes codes de retour, mes paramètres, exactement comme tout à l'heure, mais sous une présentation un peu différente. Ensuite, on peut voir que on a un conformance index et un conformance score. Alors l'index, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va dire si on a suffisamment d'exemples de samples pour décrire chacun de nos endpoints pour un utilisateur qui ne connaît pas notre API. C'est-à-dire là, vous pouvez voir que pour chaque endpoint, on a un certain nombre de samples qui peut être plus ou moins important. Ça dépend de l'endpoint et de ce qu'il retourne. Là, en l'occurrence, on a un score de A, c'est-à-dire que l'API est considérée comme suffisamment documentée pour être bien utilisable par un autre développeur ou par un utilisateur lambda. Conformance score est ici de 0%, c'est un peu spécial, car il s'agit de tests de conformité qu'on peut ajouter, si on le souhaite, à une CI/CD. Mais ici, ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était vraiment de documenter notre API le mieux possible. Déroulons par exemple un endpoint au hasard. Donc, on va prendre Agent Sync. C'est celui qu'on a vu dans le code juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc la description de l'endpoint. Donc, on a des URI param parce qu'on a un query param qui est ID, qui est facultatif. Et ensuite, là, on a nos différents mocks. Donc, on peut voir que là, on a accès à une URL. Et l'avantage, c'est que si on prend cette URL, donc on le copie, on l'ouvre, on peut réellement avoir en fait une réponse d'une base de données. Pourquoi? Parce que notre mock de Microx est réellement en train de tourner dans un conteneur derrière. Il est en train de tourner parce que je l'ai lancé actuellement avec IntelliJ. Mais on pourrait le lancer à la main, c'est la même chose. Donc on peut voir que l'on a différents exemples avec différents codes de retour. Donc ici c'est un exemple volontairement mauvais afin de recevoir une erreur. Là également je me donne un mauvais ID, donc je reprends une erreur 404. En revanche, si je donne des bons ID, je reçois une réponse adaptée à mon endpoint. Donc ça en fait, ces samples, on peut les générer de deux façons différentes. Donc tout d'abord, comme je l'ai montré, à partir de ces annotations en fait sont réécrites dans l'OpenAPI et c'est ce fichier OpenAPI qui va ensuite générer dans Microx nos différents exemples qui sont ici. Mais si on met beaucoup d'exemples, très rapidement on peut se retrouver avec un code beaucoup trop gros et illisible. Et c'est là que Microx ont géré ça et ont ajouté ce qu'ils appellent un apexamples.yml. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mais ici j'ai décidé de l'appeler comme ça. Donc ce fichier, pour vous le montrer un petit peu plus en détail, c'est très simple. Les métadatas sont assez basiques. On met le nom de l'API et la version. Si ça quelque chose, c'est que les samples sont spécifiques à une version. C'est-à-dire que lorsque l'API évolue et change de version, il est important de changer cette version-là également. Parce que c'est ce qui les lie entre eux. Et ensuite, dedans, on écrit nos exemples. Donc, pour cet endpoint-là, l'exemple aura ce nom-là. Donc, la requête contient l'ID 1 et la réponse en réponse 200 qui ressemblera à quelque chose comme ça. Évidemment, les données sont ici fausses. Moi, j'ai pris des données un peu aléatoires juste pour générer mon exemple. Et donc, si on va voir justement dans l'endpoint ID, ici, on peut voir agence ID 1. On a vraiment le paramètre 1 ici. Et l'exemple que j'ai écrit ici. Et ça permet donc de facilement générer des mocks en grande quantité sans avoir à polluer notre code. Comme ça, le code va juste donner le strict nécessaire. Donc, va juste donner les exemples. Donc, par exemple, les exemples qui sont ici. Mais ensuite, dans l'API Examples, on peut être beaucoup plus explicite et faire des gros exemples. Et comme ça, on peut simplement donner à d'autres développeurs ce fichier OpenAPI.yml qui est généré ainsi que
le API Examples. Et à partir de cela, les développeurs peuvent juste intégrer dans Microx ces deux YAML et commencer à travailler dessus sans avoir à dépendre de l'API. En fait, plutôt que de surcharger avec un mock, puisque un mock, qu'est-ce que c'est on va surcharger une partie de code afin de dire, au lieu de faire ça, tu vas faire ça. Pourquoi? Parce que je te le dis. Alors que là, l'avantage de Microx, c'est qu'on ne change pas le fonctionnement du code, on change juste ce qui est contacté derrière la base de données, que ce soit une OpenAPI ou un OpenSearch, c'est pas grave. Mais le comportement sera le comportement basique et ce sera le même que lorsque ce sera en production. C'est juste que ça tapera la bonne base de données. Et c'est la même chose en test. En test, on ne veut pas avoir à dépendre de quelque chose d'externe. Donc plutôt que dépendre de quelque chose d'externe, on va dépendre d'un mock qu'on peut du coup facilement générer. Et comme ça, on a juste à tester réellement notre code, sachant qu'on sait exactement quelles données vont arriver. Donc les tests sont beaucoup plus simples à effectuer. C'est exactement ce qu'on a dû faire pour l'OpenSearch. OpenSearch, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit un petit fichier YAML très simple qui permettait juste de simuler certains endpoints avec des paramètres spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on a voulu moquer OpenSearch? En fait, on éprouvait des difficultés à le moquer avec Mockito dans le cadre des tests, justement pour ne pas avoir à dépendre de quelque chose d'extérieur. Et Microsoft nous a permis de le faire très facilement, donc avec un fichier OpenAPI. Donc si on va le chercher rapidement, dans les fichiers de test, on a un OpenSearch mock qui est donc le fichier OpenAPI en 3.03, qui a donc l'endpoint que l'on veut avec les paramètres qu'on veut et les réponses que l'on veut. Donc c'est la même chose que précédemment, sauf que celui-là on l'a fait à la main, mais avec les API on pourrait du coup avoir des choses générées qu'on a juste à donner ensuite aux développeurs pour qu'ils puissent utiliser. Là en l'occurrence ça n'existait pas encore, donc on a dû le faire nous-mêmes, mais le but c'est que ça existe pour chaque outil que l'on souhaite utiliser. Donc l'objectif maintenant c'est d'essayer de démocratiser l'utilisation de cet outil pour faciliter le développement et les tests de nos API. Et pour ce faire, il devient nécessaire d'insister sur l'importance d'une documentation de qualité, qui est la base de tout développement API afin de faciliter la compréhension et l'utilisation de celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser une API si quand on arrive, on a pour chaque API déjà à quoi elle sert, parce que si on ne sait pas à quoi elle sert, c'est compliqué à utiliser, quels paramètres il faut lui donner et à quel résultat on va avoir. Et surtout que les résultats soient toujours identiques, que ce ne soient pas des résultats qui diffèrent selon les paramètres. Il faut que tout soit posé dès le début afin que tout le monde sache à quoi il a affaire. Alors merci à tous, j'espère que cette présentation vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt.